Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon #USB Foot en partenariat, vous le savez, avec nos confrères de la Ligue régionale de foot des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revisiter l'actualité footballistique dans la région et cette semaine, focus plus spécialement sur le foot féminin avec sur le plateau du USB. J'ai le plaisir de recevoir l'entraîneur du foot féminin du FC Nantes, Mathieu Ricoul. Salut Mathieu. Salut Anthony. Ça va ? Ouais, ça va. Merci d'avoir fait le court déplacement, mais le déplacement quand même. Merci à vous. Mais merci parce qu'il y avait entraînement. Il y avait entraînement tout à l'heure, oui. Eh ouais, avec donc, les gardiennes. Avec spécifique gardien aujourd'hui. Spécifique gardienne ce midi, oui. Bon, oui. ça s'est bien passé. Très bien, Malgré sous le la temps. pluie, dans le froid et sous la pluie. Donc Bon. parfait, un temps de gardien. Très bien, on va revenir comme chaque semaine avec l'invité, son CV, ce qu'il a fait, par où il est passé. On va vous découvrir un petit peu plus, te découvrir un petit peu plus, en passant justement par se passer d'abord de joueurs que tu vas pouvoir nous parler. Tu as joué où, à quel niveau et à quel poste ? Alors moi j'étais gardien de but. J'étais gardien de but et j'ai eu une carrière somme toute modeste parce que j'ai joué en régional, en senior, senior, voilà, jusqu'en DH à la Chapelle des Marais. Club qu'on connaît bien. Donc j'ai fait toute mon adolescence et début de senior à Blain et après j'ai migré à la Chapelle des Marais et j'ai arrêté à 26 ans. D'accord, 26 ans. Et donc 26 toujours ans. au poste de gardien de but ? Toujours au poste de gardien de but. D'accord. Ouais, Et derrière, 26 ans, on bascule côté éducateur, coach, coach, voilà. directement. Exactement. Tu as passé des diplômes, comment ça s'est passé ? Bah alors en fait, moi j'ai toujours été éducateur depuis l'âge de 15 ans. J'encadrais les débutants à l'époque, à Blain. Et puis chaque année, en parallèle de mon cursus universitaire, j'encadrais donc les jeunes. Et puis à 26 ans, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai passé de l'autre côté de la barrière et puis j'ai entraîné des seniors directement. Allez, on voit justement l'entraîneur actuel du FC Nantes chez les féminines, passé donc par la Chapelle des Marais entre 2006 et 2010, passé par Saint-Brévin également pendant 4 années, un petit détour d'une saison à Carquefou et puis le retour du côté de Blain C'est ça. pendant 5 ans. Avant le départ, et on va en reparler de tout ça du côté du FC Nantes parce qu'il y a eu une proposition à un moment, mais ça, on va en reparler. On va d'abord savoir un petit peu ce qui s'est passé avec cette photo notamment de Saint-Brévin. On va reparler du parcours d'entraîneur. Il doit y avoir 2 photos, si on ne s'est pas trompé, c'était du côté de Saint-Brévin. Saint-Brévin, ça. Oui, c'est bien ça. Et Claudie Durand. Exactement. Voilà, on retrouve des petites pépites sur Internet. Je ne sais pas si tu as cité sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu as toujours dit que sur une carrière, on va préciser aussi que tu es prof de PS du collège de Blain. C'est ça. Mi-temps, prof de PS, mi-temps, entraîneur au FC Nantes. C'est ça, oui, j'ai un contrat de 20 heures donc, au FC Nantes et puis parallèlement donc, j'ai gardé un mi-temps, un temps partiel au collège de Blain. Ouais. Alors qu'est-ce que ça a apporté ? On a vu la photo de Saint-Brévin, mais qu'est-ce que ça a apporté toutes ces années justement dans ces clubs amateurs de la région qui t'ont formé et où tu as formé des joueurs ? C'est de l'expérience acquise, c'est la mise en place donc, des procédés d'entraînement, c'est être au quotidien avec les personnes, c'est des rencontres. Voilà. Et donc, à chaque fois, je suis resté plus ou moins longtemps dans les clubs où je suis passé. Mais je regarde à chaque fois une richesse folle de rencontres et puis de mise en application, justement, de tout ce qu'on m'a appris, moi, en tant que joueur et ce que je côtoie au quotidien. Quoi. On arrive à retirer, justement, un petit peu d'infos de la part de chaque coach qu'on peut croiser, de part de chaque personne. On a vu, évidemment, ces photos du côté de Saint-Brévin. Il y a une phrase qui est beaucoup revenue, parce que maintenant, quand on est entraîneur de foot féminin à Nantes, il y a des interviews, il y a beaucoup de phrases où on a entendu faut savoir toujours garder savoir raison garder et surtout savoir d'où on vient. Oui. C'est important ça ? Oui, c'est un petit clin d'œil à des amis là, qui sont très friands de cette phrase-là. Oui. Et c'est aussi pour mes parents et mes proches qui veulent que je garde la tête sur les épaules, voilà, et ne pas oublier l'éducation qu'on a reçue. Donc tout simplement, je pense que l'humilité fait partie... est un gage de réussite. Donc, à partir du moment où on reste humble, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on commence à se prendre pour un autre, je pense que c'est là que les problèmes arrivent. Bon, justement, on va regarder quelques photos. Je crois que tu connais côté de Blain, justement. Alors là, on ne parle pas de foot. On va parler de quelques photos qui sont sur les réseaux. C'était à la fête de Saint-Léger de Blain, c'est ça ? Saint-Laurent, c'est la Saint-Laurent de Blain. Ouais. Alors ça remonte, c'est les vieux dossiers, ça. Franchement, c'est les vieux dossiers. Et on arrive à retrouver des pépites quand même sur Internet. Effectivement. Explique-nous en 2 mots, c'était la commune de Blain. La commune de Blain, oui, effectivement. Donc la Saint-Laurent-de-Blain, c'est une fête locale et qui existe depuis maintenant plus de 140 ans. Et donc chaque week-end d'août, toute la population blinoise était conviée justement
à faire parler de la ville, etc. et s'intégrer donc de cette façon-là, donc à travers un défilé cavalcade, à travers différents groupes, justement pour faire vivre cette fête locale, voilà, donc tout simplement. Donc quand je revois ces photos, forcément, c'est des vieux dossiers. Ouais. Et oui, c'est des vieux dossiers. C'était très sympa, en tout cas, avec ce beau sourire qui incarnait. Il y avait un monde incroyable. Ouais, moi, qui était recherché toutes ces photos. Il y avait un monde incroyable pour ces fêtes-là. On va continuer de parler du FC Nantes, où tu es arrivé depuis 2020, du côté donc du club nantais. Mais on va faire un petit détour, comme chaque semaine, par d'autres images. Le zapping foot de la semaine, c'est parti. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song. Et voilà, des images de foot féminin. On en a vu dans ce zapping justement parce que on en parle sur USB Foot. On en parle de plus en plus. Mathieu, c'est vrai que ça s'est développé. Allez, on va dire depuis 20 ans maintenant, on en parle beaucoup. Hein. Oui, assez rapidement. C'est très bien, c'est très bien. Et puis on se rend compte qu'il y a de la qualité. Énormément de qualité, donc plus on va en parler, mieux c'est. Et si on peut rivaliser avec les garçons, tant mieux. Ce sera le cas, effectivement. Alors, on t'a vu justement avec des images de Saint-Brévin, notamment lorsque tu étais. On va te voir avec le blason, le logo nantais, ici sur cette photo. Eh oui, c'est comme si tu avais marqué finalement. Je pense pas que ce soit ça non, pas du tout. Le message. Mais... Pas du tout. Je pense que c'est fallait aller se placer peut-être sur le côté gauche. Je pense. Ouais, c'est ça. C'était plus par rapport à ça, effectivement. On revient donc sur cette arrivée à Nantes en 2020. C'était en juin 2020. Tu n'arrives pas en tant qu'entraîneur principal, il y a une fonction qui t'est propre, et c'est pour ça qu'on vient de chercher. Oui, alors Tanguy Fitivo, l'entraîneur de l'époque, recherchait un entraîneur adjoint et avec la spécificité gardienne de but. Et c'est vrai que moi, j'étais en poste à Blain en tant qu'entraîneur et responsable technique du club. Et lorsqu'il m'a proposé ça en janvier-février, je n'ai pas réfléchi trop longtemps parce que c'était un challenge intéressant. Ça me permettait de sortir de mon confort et puis de me mettre quelque part en danger, aller vers une inconnue parce que effectivement moi le football féminin je connaissais pas trop et au fur et à mesure ça m'a plu et puis après la discussion avec les dirigeants ça s'est fait assez rapidement et puis comme je dis toujours le FC Nantes se refuse pas. Moi qui étais toujours supporter du FC Nantes depuis que je suis tout petit, né à Nantes, né à Nantes, c'était une opportunité qu'on ne pouvait pas laisser passer. Mais quand le club t'appelle au moment où tu as le coup de téléphone, que tu es entraîneur à Blain des garçons, tu te dis, c'est quoi, c'est une plaisanterie ou pas? Je connaissais Tanguy, mais, parce qu'il est professeur de PS aussi. Et, on a échangé. Au début, je dis, sincèrement, t'es sûr? C'était bien sûr. Ouais, t'es bien sûr. Et il me dit, oui, c'est très sérieux. Et donc, on voudrait te rencontrer et discuter avec toi. Et ça s'est fait, du coup, tu as pris sa suite. Et alors j'ai pris sa suite en juin dernier. Oui, c'est ça, juin dernier, à l'intersaison. Oui, il avait décidé d'arrêter parce qu'il avait d'autres fonctions au STAPS. Et donc, du coup, on a discuté ensemble. Et puis, les dirigeants m'ont proposé ce challenge qui était difficilement refusable aussi. Et puis, comme on voulait garder une continuité avec le travail qui avait été fait par Tanguy, c'était une logique. C'était une logique. Et puis, là encore, une opportunité. Bon. Voilà, tout simplement. Alors avant de revoir justement ce début de saison, une dernière petite question par rapport à ça. On change de monde dans ces cas-là ou le fait que le FC Nantes soit un petit peu dissocié entre les pros et l'association, est-ce qu'on reste finalement sur un côté un peu plus amateur? Oui, on reste quand même sur le côté associatif. Voilà, donc on n'est pas totalement dans le côté professionnel, même si nous, dans notre fonctionnement avec les filles, on s'entraîne quand même tous les jours. Tous les jours. Avec, un entraînement par jour. Un entraînement par jour, voilà, et 12 contrats fédéraux quand même. Donc la plupart des filles, c'est leur métier. On parle de semi-pro, c'est ça? Ouais, semi-pro, et je dirais même que pour certaines, c'est pro. C'est pro, parce que quand vous avez un contrat fédéral, vous ne pensez qu'au foot. Est-ce qu'on peut comparer avec le National 1, par exemple?
la troisième division c'est à peu chez près les hommes. ça. C'est à peu près ça. Après, avec beaucoup de contrats fédéraux. Les contrats fédéraux, après avec des personnes qui peuvent éventuellement combler avec une autre activité en parallèle. Mais oui, les contraintes sont fortes. Donc effectivement, c'est du temps, des sacrifices pour les filles. Et puis on espère que si les résultats continuent comme ça, qu'on passe complètement professionnel, ça serait vraiment le top. C'est bien, on va en parler justement, c'est parti. Rubrique FCN féminine, la saison 2021-2022, c'est parti. La liaison donc est toute faite et on va parler de l'actualité du FC Nantes chez les filles. C'était la Coupe de France, on va rappeler que les garçons seront au Stade de France le 7 mai prochain face à Nice pour la finale de cette épreuve. On espérait tous que les filles les imitent, alors c'était pas la même date, c'était au 14 mai mais aillent en finale. Ça s'est pas très bien passé du côté d'Yzeure, j'imagine beaucoup de déceptions. On va revoir les buts principalement en même temps que Mathieu nous en parle. Oui, ouais, effectivement, oui, beaucoup de déceptions parce que je pense qu'il y avait moyen quand même de passer cette demi-finale. Maintenant, on a rencontré une équipe d'Yzeure qui était bien dans son sujet, c'est-à-dire qu'elle avait bien préparé son match avec un bloc bas, bien dense, une mentalité de Coupe de France et puis un réalisme d'une froideur implacable. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs comme ça. On les a payées cash. 2 erreurs défensives. Deux erreurs défensives. Alors, il ne faut pas incriminer qui que ce soit. Non, que la défense, mais c'est un collectif. C'est des erreurs. Mais des erreurs qu'on aurait pu éviter. Et puis forcément, lorsqu'on est en demi-finale, ça ne pardonne pas. Et pourtant, vous réagissez. Hein. On avait changé, on a changé de système de jeu et de tactique juste avant la mi-temps pour recoller, parce qu'on avait la possession, mais on n'arrivait pas à déséquilibrer cette équipe d'Yzeure. Et en deuxième mi-temps, on a poussé. Et malheureusement, on a toujours buté, soit sur la gardienne, soit sur même ça a été sauvé sur la ligne à un moment donné. Ça ne voulait pas. Voilà, c'était pas notre jour. Pas le jour. Derrière, j'imagine, dans les vestiaires, et puis les quelques jours qui ont suivi, ou moins les 2-3 jours qui ont suivi, ça a été compliqué dans les têtes? Oui, alors pas forcément. Le retour dans les vestiaires, oui, il y avait de la déception, il y avait le sentiment d'être passé à côté de quelque chose, mais le message a été très clair immédiatement. C'est-à-dire qu'on rebondit direct, c'est du passé, et on ne va pas pouvoir revenir dessus. Donc, on se penche sur le futur, et le futur proche, c'est le déplacement à Metz. Et il ne faut pas oublier que notre fil rouge de la saison, c'est le championnat. C'est le championnat de deuxième division, effectivement. On va regarder, on a pris un petit tweet, une petite photo d'une de tes joueuses d'ailleurs, où c'était inscrit, allez, on repart tous au boulot, dès le lendemain, c'est le travail qui va payer. Et on va évidemment parler du championnat, parce que c'était effectivement le pain quotidien de cette équipe nantaise. On va regarder d'abord le classement, parce que c'est important, on va le voir. Énormément d'équipes tout en haut, surtout 2 qui sont très collées, c'est Nantes et Le Havre, 38 points chacune. Il y a Lille qui est pas très loin non plus avec 2 points. Autant dire que là, il reste 5 journées de championnat. On verra d'ailleurs le programme, votre programme aux filles et à toi justement sur ces 5 dernières journées. Ça va jouer entre les 3 là? Ça va jouer entre les 3. Il n'y a qu'une montée, on rappelle. Il n'y a qu'une seule montée sur les 12 équipes du groupe. Sachant que même sur les 3, mais il y a 5 équipes qui mathématiquement sont concernées pour cette première place. Et effectivement, nous, on a le déplacement à Metz, on va aller jouer Le Havre. Le Havre, là-bas. Voilà, là-bas. Après, on a la réception du derby, quand même, entre-temps. Et puis, on finira à Lens, après Saint-Maur. Donc, tous ces matchs-là, ça va être compliqué. De toute façon, on a bien vu que personne ne voulait lâcher. Non, depuis le début. Lâcher. Et depuis le début, effectivement. C'est vrai qu'on suit le classement, c'est incroyable. Et je suis surpris par l'abnégation et de toutes les équipes. C'est-à-dire que là, dernièrement, on s'est déplacé à Lille, mais il y avait une ferveur incroyable à Lille. Et une équipe de Lille qui était à 200%, vraiment à 200%. Donc, on pourra compter que sur nous-mêmes et c'est à nous de faire le travail, tout simplement. Il faut y être. On va regarder justement, Mathieu, ensemble. Moi, j'ai pris deux petites stats qui sont assez simples. C'est vrai que dans ce championnat, on va regarder ensemble par rapport au FC Nantes. Ouais. C'est simplement 7 buts encaissés depuis le début de la saison en 17 matchs. Donc, autant dire que même si elles ont pris 2 buts là, évitables en Coupe de France, c'est quand même habituellement une grosse défense dans ce groupe. 38 buts inscrits également, autant dire que l'attaque fonctionne bien, même si c'est un petit peu plus dur, on va pas se le cacher. Je suis obligé de poser la question, on va la voir. Anaïs Ribera qui n'est plus là depuis 3 mois. Est-ce que c'est vraiment plus compliqué ou c'est que les stats qui parlent du fait que vous marquez un petit peu moins, même si il y a eu 8-0 contre Vendenheim? Non, mais il y a un choix sportif qui a été fait. Voilà. On rappelle, elle n'est plus là, elle était là dans le groupe et elle a quitté le groupe. Hein. Oui, non, elle n'est plus dans le groupe des 2. Voilà, elle s'entraîne avec la R1, elle appartient au groupe R1.
Non, mais il y a eu des choses voilà, qui ne sont pas acceptables. Et elle le reconnaît d'ailleurs, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, c'est un problème de comportement, sans rentrer dans les détails. Non, on ne va pas rentrer dans les détails. Voilà, il y a des choses que vous n'avez pas acceptées, vous, toi et le staff. Qu'on ne peut pas accepter. C'est-à-dire que le football, c'est un collectif et il faut être dans les valeurs du collectif. Voilà, donc, tout simplement. Donc, on ne va pas polémiquer outre mesure là-dessus. Non, d'ailleurs, vous avez recruté Thelma Inger, Cardozo. C'est ça, exactement. Ouais. Il faut du temps un petit peu aussi pour que il faut du temps. Et puis Ashley, c'est vrai qu'elle vient des États-Unis, etc., de championnat universitaire. C'est toujours un peu compliqué, forcément l'adaptation. Thelma, elle, vient de Fleury, a une expérience un petit peu des groupes D1. Donc, et en plus, par rapport à nos principes de jeu, elle a pu s'acclimater assez rapidement parce que ça lui convenait. Donc, non, on a essayé de trouver d'autres alternatives. Voilà, le collectif répond bien et c'est vrai que depuis 3 mois, ça roule. On a fait un gros parcours en Coupe de France. Les résultats sont là en championnat. Oui, toujours là, vous êtes toujours premier. Pour moi, c'est les valeurs du collectif. C'est un collectif. C'est plus important qu'une buteuse. Exactement, voilà. mais personne est indispensable dans le football. Ni un coach, ni une joueuse. Et il faut se fondre dans les valeurs du collectif. Et comme le disaient si bien certains entraîneurs nantais par le passé, c'est le collectif qui prime. Et à partir de là, la décision a été prise. Une décision a été prise. Il faut aller faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Exactement. C'est une autre expression qu'on entend beaucoup également. Effectivement. On va revoir, on a vu quelques images justement des matchs des filles de Nantes, on peut les revoir ensemble. J'ai une petite dernière question par rapport à un entraîneur comme toi qui a pu coacher pas mal de garçons et maintenant des filles. Allez, c'est quoi la différence majeure ? La différence majeure, c'est dans le discours qu'on peut tenir, c'est dans le management au quotidien, c'est vraiment ça. Après, côté football, il y a beaucoup de similitudes, même si... oui, il faut l'avouer, il y a peut-être moins d'intensité et de vitesse dans le foot féminin, mais dans la réflexion, l'abnégation, le courage, l'aspect tactique, les filles sont vraiment courageuses et généreuses. Après, effectivement, au quotidien, le management est différent. Et oui, il faut être attentif à tout, il faut faire attention à ce qu'on dit, voilà, et il faut instaurer un cadre ferme, parce que voilà, il y a des règles à respecter, mais aussi bienveillant. Les filles sont plus susceptibles que les garçons, c'est ça? Je sais pas. Non, il y a beaucoup de garçons qui sont susceptibles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Non, mais je pense que ce côté bienveillant, il faut l'avoir vraiment en tête. Mais attention, il y a un cadre à respecter et des limites à ne pas franchir. Donc, en tout cas, elles se roulent moins par terre que les garçons sur un terrain de foot, ça c'est oui, ça, c'est une évidence à ce niveau-là. Allez, on va regarder justement le calendrier. On en parlait avec Mathieu il y a quelques minutes de ce calendrier. Vous voyez le déplacement à Metz qui va intervenir rapidement. Le derby contre La Roche, juste derrière. Le déplacement au Havre, le premier contre le deuxième dans 2 journées. Et puis la réception de Saint-Maur et le déplacement derrière à Lens. Un scénario, 2 scénarios, 3 scénarios possibles, plein de possibles. Il y a beaucoup de possibilités. Nous, déjà, il ne faut pas regarder ce que font les autres. Je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'être premier au classement. On a le pouvoir de décider. 5 victoires 5 victoires, on y est. C'est bon. Voilà. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Exactement. Et je pense que le Havre se dit la même chose et Lille aussi. Donc, on va suivre. On va suivre Mathieu avec beaucoup d'attention et on reparlera évidemment des féminines du FC Nantes dans USB dans une semaine en ballon. Toutes les semaines qui vont venir jusqu'à la fin du mois de mai. On passe désormais à la Ligue 1. On va voir si vous le suivez. Alors Nantes et Angers, j'imagine qu'au niveau du FC Nantes, oui, ça suit, du côté d'Angers également, mais tu es quelqu'un qui suit beaucoup le foot en dehors des filles que tu entraînes? Oui. Non, mais c'est un gros problème d'ailleurs. À la maison. C'est un gros problème. C'est dès qu'il y a des matchs à la télé, je suis souvent devant la télé. D'accord. Donc, effectivement, je suis. Bon, on va regarder justement ensemble le classement de cette Ligue 1. On est dans la dernière ligne droite, on le sait, le FC Nantes a déjà obtenu son maintien, 42 points, 9e place, très belle saison pour le moment, même si là, sur les 2-3 derniers matchs, c'est plus compliqué avec les blessés. Puis du côté d'Angers, la victoire a fait du bien la dernière, parce qu'ils étaient sur une série de 7 défaites consécutives, les Angevins, c'était assez compliqué. On va regarder ce tweet qui concerne le FC Nantes, puisque le Canari du mois a été élu. Et sans surprise, on va dire, c'est le petit jeune, Quentin Merlin, de la Maison Jaune, qui a été élu. Grosse progression quand même pour ce gamin. Oui, exactement. C'est un élément du centre de formation, donc ça montre le travail qui est remarquable donc à l'académie. Donc c'est bien, ça valorise la formation nantaise et ça reste dans l'ADN du club, donc c'est parfait.
Exactement. Et du côté d'Angers, on se gargarise également parce qu'il y a eu cette victoire, mais il y a eu surtout le déplacement des internationaux. Regarde, c'est Ounahi, le Marocain, l'international marocain qui a qualifié en grande partie son pays pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar avec ce doublé et cette victoire face à la République démocratique du Congo. 4-1, on voulait le souligner. Les matchs à venir du côté de la Ligue 1, on va le voir tout de suite avec justement ce déplacement du FC Nantes du côté de Clermont. Ce sera pour le week-end prochain. Et également un déplacement pas très loin de Clermont justement, du côté de Lyon pour les Angevins, de déplacement pour nos deux clubs et bien de Ligue 1. Voilà, on a fait un petit peu le tour rapide. Il nous reste 5 minutes dans cette émission. Le temps pour nous, comme chaque semaine, d'aller voir du côté de la Ligue avec cette chronique qui a été effectuée par la Ligue régionale des Pays de la Loire où on parle de foot, on parle de handicap. C'est parti. Durant toutes les vacances scolaires, les enfants ont une matinée ou une après-midi dédiée uniquement au programme éducatif fédéral. On prend l'exemple sur les vacances de Pâques prochain où on abordera le thème du handicap, donc à travers notamment le Cécifoot qui sera développé pour les enfants des U7 au U13. Là notamment on est sur l'arbitrage au niveau des U15 parce qu'en fait on est en manque d'arbitres au niveau de nos seniors, donc du coup on essaye de leur permettre de découvrir un peu cette activité. On a la chance d'avoir Alexis Brouard au sein de notre club, ancien arbitre Ligue 2 et nationale, pour justement être aux côtés des enfants et leur expliquer un petit peu cette vocation et ce rôle. Les enfants sont habitués désormais depuis 3 ans à toutes ces thématiques autour de la gestion des emballages, la gestion des déchets, du respect aussi. Et on forme avant tout aussi des citoyens. Et ce seront les dirigeants du futur, ce sont eux qui nous remplaceront. Donc partir avec ces valeurs, ce sont des valeurs primordiales pour notre club. Voilà les belles initiatives. Effectivement, il faut développer l'arbitrage parce qu'on en manque notamment cruellement. On a parlé de la Ligue 1, on va parler du National. La belle affaire pour Laval, et oui, parce qu'en suivant le National 1, on en parlait tout à l'heure avec tous ces contrats fédéraux, eh bien Laval a réussi la grosse affaire du week-end, du lundi, puisqu'ils ont joué lundi soir, avec cette victoire à Bourg-en-Bresse. On va la regarder avec les buts justement de cette rencontre avec les Lavallois et ce 6e but de Maggiotti dans la saison milieu de terrain Lavallois qui fait vraiment une saison incroyable et qui permet bien à Laval d'ouvrir le score. Il y a eu même ce 2-0 avec Ferraoui. Et puis l'expulsion de Durban qui a été difficile à gérer en fin de match notamment. Bourg-en-Bresse qui revient 2-1, mais les Lavallois vont conserver le gain de la partie. On va écouter Olivier Frappoli justement qui nous explique qu'il fallait tenir absolument. Il ne fallait pas prendre ce premier but trop tôt parce qu'après ça aurait été compliqué. Donc on l'a pris à la fin, mais on a tenu ensuite au courage. Les 60 points se rapprochent, et on sait que quand on passe les 60 points, on a souvent une bonne nouvelle. Oui, la bonne nouvelle, ça serait bien vous aussi, vous avez envie d'en avoir une bonne nouvelle. Donc c'est pas les 60 points parce qu'il n'y a pas le même nombre de matchs, mais on va être à combien pour la montée ? Nous, il nous faudrait les 15 points. Les 15 points qui restent. Les 15 points qui restent. Et voilà, effectivement. On va regarder le classement de ce national parce qu'il est hyper intéressant avec les Lavallois qui possèdent 5 longueurs d'avance sur Annecy 2e, 6 sur Concarneau 3e qui jouera les barrages et désormais 9 points sur le 4e. Autant dire que ça se passe bien pour les Lavallois. Les Manceaux sont 6e, toujours en embuscade. Et puis les matchs à venir, on termine avec ce qui va se passer pour nos clubs. Le déplacement à Orléans pour les Manceaux, le déplacement à Villefranche pour Cholet et la réception lundi prochain de Laval face à Sedan. Voilà, on a fait le tour. Pas de problème d'oreille ? Pas de problème. Allez, on y va. Il est en fin de vie, Allez, on va partir sur le quiz de fin. Le quiz de fin, il va être pour Mathieu, évidemment. Mathieu, on va parler, c'est pas une surprise, de foot féminin quand même. Qui était le sélectionneur de l'équipe de France féminine entre 2013 et 2016 ? T'as 3 choix possibles. 2013 à 2016. Est-ce que réponse A, c'était Bruno Bini ? Est-ce que réponse B, c'était Philippe Bergerot ? Est-ce que c'était réponse C, Olivier Echouafny ? T'as 5 secondes pour réfléchir et pour donner la réponse. Bruno Bini a fait la Coupe du Monde en 2011. Tout à fait. Donc c'est Bruno Bini ou Philippe Bergerot. Voilà. Et donc ce sera Philippe Bergerot. Sûr ? Bravo. Michel en régie, il a déjà mis la musique parce qu'il voulait que tu gagnes et c'est normal. Bonne réponse. Réponse B, Philippe Bergerot, qui était sélectionneur de l'équipe de France féminine entre 2013 et 2016. Bravo, on termine comme chaque semaine par notre coup de cœur.
Et on a parlé d'Ounahi Langevin qui a qualifié notamment le Maroc pour la Coupe du Monde au Qatar. On termine évidemment par nos Nantais qui ont réussi à s'extirper de ces éliminatoires avec à l'image de Castelletto pour le Cameroun, qualifié pour la Coupe du Monde au Qatar. Mais également Ousmane Boukari qui a réussi à battre le Nigérian Simon Moses. Et donc il y en a un des deux évidemment qui était heureux, un des deux qui était malheureux. C'est Boukari pour le Ghana et Castelletto donc pour le Cameroun qui seront à la Coupe du Monde au Qatar dans quelques mois. Un grand merci Mathieu Ricoul pour avoir été sur ce plateau. Bien le bonjour aux filles. Surtout, on croise les doigts. On vous suit pour la fin de saison et on espère vous retrouver ici même avec les filles pour fêter la montée en D1 féminine. À la semaine prochaine. Bye bye. Merci.